Bonjour à vous, messieurs, ça fait vraiment plaisir de vous avoir pour discuter aujourd'hui le thème de cette discussion sera la puissance du bulletin de vote dans le système démocratique. Alors rapidement, je vais vous laisser à tour de rôle vous présenter pour clarifier un peu les présentations de tout un chacun. Alors, Monsieur Ababakar Fall, je commence par vous, je vous laisse vous présenter et ensuite Dr Aliou Barry, vous vous présenterez et on pourra y aller. Monsieur Ababakar Fall, c'est à vous. Oui, merci Alpha. Donc voilà, je m'appelle Ababakar Fall, je suis membre de la société civile sénégalaise et je dirige une organisation de la société civile qui s'appelle le GRADEC. C'est le groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Et je travaille sur les questions électorales, disons, depuis pratiquement une quinzaine d'années. Voilà. Et tout à fait, Docteur Aliou Barry, c'est à vous cette fois. Merci beaucoup. Je suis donc, comme vous l'avez dit vous-même, Aliou Bari. Je suis directeur général de StatView International. Je suis co-président de WADEMOS. WADEMOS, c'est le réseau ouest africain de solidarité pour la démocratie. J'ai été membre du Parlement, président de commission chargé de superviser les activités de la CENI en Guinée de 2010 à 2014, entre autres. Et tout à fait, en tout cas, ça fait deux experts de qualité que nous avons pour parler justement des processus électoraux, pour parler de la puissance du bulletin de vote, pour parler également des élections. Alors, on va y aller, justement, la discussion sera scindée en trois parties. Dans la première partie, on parlera d'abord de la puissance du bulletin de vote, on définira les concepts, c'est quoi, comment l'utiliser, qui peut l'utiliser, son importance et surtout la puissance de cela. Et dans la seconde partie, on parlera de comment faire prendre conscience de la puissance du bulletin de vote aux populations. Et on terminera par les processus électoraux dans la région ouest africaine. On fera un focus également sur le Sénégal qui sort d'une élection présidentielle et qui se dirige vers des élections législatives anticipées. On va donc aller tout de suite. D'abord, d'abord, Ababakar Fall, que retenir d'essentiel quand on parle de bulletin de vote? Oui, je disais donc que retenir d'essentiel d'abord quand on parle de bulletin de vote. On va y aller dans la première partie avec la définition des concepts avant d'entrer dans le fond. D'abord, dans un premier temps, que retenir quand on parle de bulletin de vote? Voilà, je vous remercie. En fait, lorsqu'on parle de bulletin de vote, ce qu'il faut retenir, c'est que le bulletin de vote est un moyen d'expression démocratique qui intervient, disons, donc dans, disons, le choix, que ce soit donc d'institutions ou en tout cas donc de personnes, disons, par rapport, disons, pour diriger, disons, ça peut être un pays ou une institution. Donc, dès qu'on parle du bulletin de vote, donc on parle un peu donc de support. Le bulletin de vote, en fait, c'est un support qui exprime donc le choix donc d'un individu, disons, par rapport, disons, à, disons, voilà, le choix, disons, d'une personne, disons, à la tête d'une institution ou d'un pays. Donc, de façon basique, c'est ce qu'on peut retenir sur la notion donc de bulletin de vote. C'est juste donc un papier, mais c'est un support qui permet en fait d'exprimer un choix, vraiment donc d'une personne ou en tout cas d'une entité. Docteur Barry, est-ce la même définition que vous aussi vous avez? Est-ce la même conception? Comment les populations, selon vous, comprennent cette notion de bulletin de vote dans la région ouest africaine, docteur Barry? Les populations sont attachées aux principes démocratiques en Afrique, hein, en tout cas d'après les résultats de nos enquêtes Afrobaromètre. Par exemple, pour le cas de la Guinée, nous avons pratiquement 2 tiers des Guinéens qui tiennent à la démocratie et la moyenne en Afrique, c'est autour de 2 tiers, même un peu plus. C'est vrai que c'est en baisse actuellement dans certains pays, notamment des pays en transition, mais les citoyens africains savent parfaitement que le vote est un outil puissant, très puissant. On pourrait même dire qu'il est aussi puissant qu'une arme. Et donc, ils savent qu'à travers le vote, ils ont la liberté de choisir leurs dirigeants et savent également que le vote est un élément fondamental de la démocratie. Et le vote leur permet de participer à la prise de décision concernant donc leur communauté, la décision politique concernant leur pays. Et le vote leur permet aussi d'avoir leur mot à dire dans la gestion de leur pays, dans l'orientation politique ou sociopolitique de leur pays. L'importance du vote, je ne sais pas s'il faut y aller directement, mais le vote, il est tellement important. Le vote c'est un outil puissant, c'est un moyen puissant, et je pense qu'ils le savent. Le vote est un mécanisme par lequel ils peuvent exprimer leur choix sur des questions politiques.
sur, par exemple, l'élection de leurs représentants ou l'approbation des lois. Parce que certaines lois, par exemple, peuvent passer par un référendum, d'autres lois doivent être votées à l'Assemblée. Ils savent que ceux qui doivent aller à l'Assemblée, ce sont leurs représentants et qu'ils doivent les choisir par la voie électorale. Et donc, il faut qu'ils choisissent de bons représentants à l'Assemblée, puisque ce sont ces représentants à l'Assemblée-là qui seront obligés ou amenés à voter de manière indirecte ou directe, en tout cas à leur nom. Et bien sûr, hein, on ne peut dissocier le bulletin de vote du vote, hein, vous le soulignez, docteur Barry. Alors, Ababacar Fall, justement, quelle est l'importance aujourd'hui du vote dans le système démocratique? Je vous remercie, c'est une question importante que vous posez, parce que vous savez, au Sénégal, l'importance déjà du bulletin de vote et du vote est perçue quand même depuis plus d'un siècle. Il faut rappeler quand même qu'au Sénégal, on vote depuis 1848. Donc, ça fait plus d'un siècle que les populations sénégalaises donc, sont, disons, habituées au vote. Durant donc la période coloniale, le Sénégal a été l'un des premiers pays d'Afrique à envoyer des représentants au Palais Bourbon. Ensuite, il y a eu donc à un certain moment donc le vote qui a été étendu aux 4 communes de Dakar, du Sénégal, à savoir Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, avant maintenant que le vote, disons, ne soit étendu aux populations indigènes. C'est pour dire que les populations sénégalaises sont familiarisées donc au bureau de vote depuis l'époque donc des Carpeaux, des Lamine Gueye, des Blaise Diagne, en passant par Léopold Sédar Senghor. Les Sénégalais donc votent, donc ils sont habitués au vote. C'est vrai qu'à un certain moment, le vote a été un peu donc l'affaire d'une élite, parce que les populations justement n'étaient pas suffisamment sensibilisées peut-être sur l'importance du vote, sur le sens du vote. Les gens votaient dans une certaine mesure, disons par affection pour une personne, mais de plus en plus, les gens prennent conscience aujourd'hui de l'enjeu des élections qui détermine en fait le cours politique au niveau donc des pays. Que ce soit donc par rapport au choix des dirigeants qui sont appelés, disons, à présider aux destinées du pays, ou bien que ce soit à un autre niveau peut-être pour envoyer des représentants au niveau donc du Parlement, et à un niveau encore inférieur pour, disons, désigner des représentants au niveau des conseils locaux, des conseils territoriaux. Et donc, aujourd'hui, le vote est devenu en fait un enjeu de pouvoir. Et je pense que c'est ça qui explique justement cette mobilisation de plus en plus qui pousse en fait donc les Sénégalais, disons, à aller voter. Avant, par exemple, c'était la croix et la bannière pour mobiliser les gens, pour les inscrire sur les listes électorales. Il fallait utiliser de subterfuge, des fois même peut-être de la corruption, pour pousser les gens à aller s'inscrire sur les registres de vote. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, avec les enjeux de pouvoir que représente l'élection, maintenant, et les campagnes de sensibilisation qui sont menées aujourd'hui par les partis politiques, avec également l'avènement des réseaux sociaux, on voit maintenant que c'est de façon volontaire que les jeunes, surtout, se mobilisent aujourd'hui. Lorsque les révisions de listes électorales sont ouvertes, donc, les gens se mobilisent pour aller, disons, s'inscrire sur les listes électorales. Ils se mobilisent pour aller récupérer leur carte. Et on voit qu'au moment des élections également, les gens se mobilisent, disons, pour aller voter. Lorsqu'on analyse, par exemple, aujourd'hui, la question du taux de participation, avant, les gens pensaient que c'était une affaire d'élite. Et maintenant, de plus en plus, pour les élections, en tout cas ici que nous avons au Sénégal, on a, disons, des taux de participation quand même qui sont assez importants. Et il arrive, par exemple, qu'on ait des taux de participation qui vont jusqu'à peut-être 65 à 70%. C'est pour dire que c'est en raison aujourd'hui des enjeux de pouvoir et d'une nouvelle donc, vision et une nouvelle implication de la jeunesse politique sénégalaise, pour ne pas dire africaine, qu'aujourd'hui, justement, on assiste en tout cas de plus en plus à ces campagnes. Vous avez vu, par exemple, à l'élection présidentielle dernière, il y a eu un phénomène, c'est-à-dire que donc, il y a eu ce qu'on a appelé le phénomène Sonko, c'est-à-dire l'apparition d'une personne jeune, disons, contrairement à ce qu'on avait l'habitude, où on avait des candidats peut-être de la vieille garde, des gens de la tranche de 60-70 ans. Alors, depuis quelques années, on voit de plus en plus des candidats jeunes, autour à peu près de la quarantaine, qui font un peu maintenant irruption sur le champ politique. Et du coup, vraiment, cela donne, disons, donc aux campagnes électorales, donne aux élections, vraiment, aujourd'hui,
un certain engouement. Et bien sûr, on va parler notamment justement de la puissance de ce vote. Docteur Aliou Barry, comment faire comprendre, comment faire prendre conscience aux populations aujourd'hui du pouvoir qu'elles ont à travers le vote, à travers le bulletin de vote. Mais d'abord, quelle est la tendance globale, docteur Barry? Les populations sont attachées aux principes démocratiques en Afrique, hein, en tout cas d'après les résultats de nos enquêtes Afrobaromètre. Par exemple, pour le cas de la Guinée, nous avons pratiquement 2 tiers des Guinéens qui tiennent à la démocratie et la moyenne en Afrique, c'est autour de 2 tiers, même un peu plus. C'est vrai que c'est en baisse actuellement dans certains pays, notamment des pays en transition, mais les citoyens africains savent parfaitement que le vote est un outil puissant, très puissant. On pourrait même dire qu'il est aussi puissant qu'une arme. Et donc, ils savent qu'à travers le vote, ils ont la liberté de choisir leurs dirigeants et savent également que le vote est un élément fondamental de la démocratie. Et le vote leur permet de participer à la prise de décision concernant donc leur communauté, la décision politique concernant leur pays. Et le vote leur permet aussi d'avoir leur mot à dire dans la gestion de leur pays, dans l'orientation politique ou sociopolitique de leur pays. L'importance du vote, je ne sais pas s'il faut y aller directement, mais le vote, il est tellement important. Le vote c'est un outil puissant, c'est un moyen puissant, et je pense qu'ils le savent. Le vote est un mécanisme par lequel ils peuvent exprimer leur choix sur des questions politiques, par exemple, l'élection de leurs représentants ou l'approbation des lois. Parce que certaines lois, par exemple, peuvent passer par un référendum, d'autres lois doivent être votées à l'Assemblée. Ils savent que ceux qui doivent aller à l'Assemblée, ce sont leurs représentants et qu'ils doivent les choisir par la voie électorale. Et donc, il faut qu'ils choisissent de bons représentants à l'Assemblée, puisque ce sont ces représentants à l'Assemblée-là qui seront obligés ou amenés à voter de manière indirecte ou directe, en tout cas à leur nom. Et bien sûr, Ababacar Fall, j'aimerais qu'on s'arrête sur le cas du Sénégal, hein, le Sénégal qui sort d'une élection présidentielle et qui se dirige vers une autre élection, cette fois les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Alors, comment expliquer de plus en plus la mobilisation de la population lors des élections, comme ça s'est observé lors de la présidentielle, mais avant en 2017 également, lors des législatives, et cette fois-ci on se dirige vers de nouvelles élections. Comment expliquer cette mobilisation de plus en plus de la population? Le docteur Aliou Barry le soulignait tantôt que les populations en Afrique de plus en plus prennent conscience de la puissance du vote. Oui, je vous remercie, c'est une question importante que vous posez parce que vous savez, au Sénégal, l'importance déjà du bulletin de vote et du vote est perçue quand même depuis plus d'un siècle. Il faut rappeler quand même qu'au Sénégal, on vote depuis 1848. Donc, ça fait plus d'un siècle que les populations sénégalaises donc, sont, disons, habituées au vote. Durant donc la période coloniale, le Sénégal a été l'un des premiers pays d'Afrique à envoyer des représentants au Palais Bourbon. Ensuite, il y a eu donc à un certain moment donc le vote qui a été étendu aux 4 communes de Dakar, du Sénégal, à savoir Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, avant maintenant que le vote, disons, ne soit étendu aux populations indigènes. C'est pour dire que les populations sénégalaises sont familiarisées donc au bureau de vote depuis l'époque donc des Carpeaux, des Lamine Gueye, des Blaise Diagne, en passant par Léopold Sédar Senghor. Les Sénégalais donc votent, donc ils sont habitués au vote. C'est vrai qu'à un certain moment, le vote a été un peu donc l'affaire d'une élite parce que les populations justement n'étaient pas suffisamment sensibilisées peut-être sur l'importance du vote, sur le sens du vote. Les gens votaient dans une certaine mesure, disons par affection pour une personne, mais de plus en plus, les gens prennent conscience aujourd'hui de l'enjeu des élections qui détermine en fait le cours politique au niveau donc des pays. Que ce soit donc par rapport au choix des dirigeants qui sont appelés, disons, à présider aux destinées du pays, ou bien que ce soit à un autre niveau peut-être pour envoyer des représentants au niveau donc du Parlement et à un niveau encore inférieur pour, disons, désigner des représentants au niveau des conseils locaux, des conseils territoriaux. Et donc, aujourd'hui, le vote est devenu en fait un enjeu de pouvoir. Et je pense que c'est ça qui explique justement cette mobilisation de plus en plus qui pousse en fait donc les Sénégalais, disons, à aller voter. Avant, par exemple, c'était la croix et la bannière pour mobiliser les gens, pour les inscrire sur les listes électorales. Il fallait utiliser le subterfuge, des fois même peut-être de la corruption,
pour pousser les gens à aller s'inscrire sur les registres de vote. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, avec les enjeux de pouvoir que représente l'élection, maintenant, et les campagnes de sensibilisation qui sont menées aujourd'hui par les partis politiques, avec également l'avènement des réseaux sociaux, on voit maintenant que c'est de façon volontaire que les jeunes, surtout, se mobilisent aujourd'hui lorsque les révisions de listes électorales sont ouvertes. Donc, les gens se mobilisent pour aller, disons, s'inscrire sur les listes électorales. Ils se mobilisent pour aller récupérer leurs cartes. Et on voit qu'au moment des élections également, les gens se mobilisent, disons, pour aller voter. Lorsqu'on analyse, par exemple, aujourd'hui la question du taux de participation, avant, les gens pensaient que c'était une affaire d'élite. Et maintenant, de plus en plus, pour les élections, en tout cas ici que nous avons au Sénégal, on a, disons, des taux de participation quand même qui sont assez importants. Et il arrive, par exemple, qu'on ait des taux de participation qui vont jusqu'à peut-être 65 à 70%. C'est pour dire que c'est en raison aujourd'hui des enjeux de pouvoir et d'une nouvelle donc, vision et une nouvelle implication de la jeunesse politique sénégalaise, pour ne pas dire africaine, qu'aujourd'hui, justement, on assiste en tout cas de plus en plus à ces campagnes. Vous avez vu, par exemple, à l'élection présidentielle dernière, il y a eu un phénomène, c'est-à-dire que donc, il y a eu ce qu'on a appelé le phénomène Sonko, c'est-à-dire l'apparition d'une personne jeune, disons, contrairement à ce qu'on avait l'habitude, où on avait des candidats peut-être de la vieille garde, des gens de la tranche de 60-70 ans. Alors, depuis quelques années, on voit de plus en plus des candidats jeunes, autour à peu près de la quarantaine, qui font un peu maintenant irruption sur le champ politique. Et du coup, vraiment, cela donne, disons, donc, aux campagnes électorales, donne aux élections, vraiment, aujourd'hui, un certain engouement. Et bien sûr, le Sénégal se prépare à aller vers les élections législatives. On continuera de parler du cas sénégalais. Mais avant, docteur Aliou Bari, il y a ce rapport d'Afrobaromètre. Ça tombe bien, vous êtes le représentant d'Afrobaromètre en Guinée. Il y a ce rapport d'Afrobaromètre qui avait souligné une tendance vers une tolérance pour les pouvoirs militaires dans la région ouest africaine, même comme le système démocratique reste celui qui est le plus demandé par les populations. Mais comment expliquer cette forme de tolérance aux systèmes qui ne sont pas démocratiques dans la région ouest africaine, notamment le système militaire? Oui, vous savez que ça dépend un peu de, comment on dit, en fait, de la performance des régimes démocratiques, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que, en principe, les citoyens s'attendent à élire leurs dirigeants pour que ces dirigeants-là puissent leur sortir de certaines de conditions économiques, puissent les sortir également de la pauvreté. Et donc, selon les citoyens, en tout cas, les aspirations, c'est un meilleur développement. Et le processus démocratique permet de choisir les dirigeants, entre guillemets, les meilleurs dirigeants, ou en tout cas les dirigeants les plus populaires. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que la démocratie, donc les élections, c'est vrai qu'il y a des élections démocratiques dans beaucoup de pays africains, mais le problème, c'est que les dirigeants n'arrivent pas à être performants sur le plan de la gouvernance démocratique, la gouvernance macroéconomique, la gouvernance tout court. Et quand des dirigeants sont élus et que par la suite, ils n'arrivent pas à résoudre des problèmes considérés par les citoyens comme des problèmes élémentaires, et là, il y a un problème. Il y a des problèmes, et ce qui fait de plus en plus que les citoyens sont plus enclins, si vous voulez, à tolérer donc la prise du pouvoir par la force. Et parfois, c'est aussi occasionné par les dirigeants élus eux-mêmes qui passent par des méthodes qui sont considérées comme des méthodes normalement non acceptables en matière de démocratie, telles que le tripatouillage de la Constitution, le fait de s'octroyer un troisième mandat, des élections qui sont de plus en plus manipulées, les achats de votes. Donc tout ça décourage. Et quand il y a des dirigeants non élus, notamment qui sont parvenus ou arrivés au pouvoir à travers des coups d'État, et qui, sur le plan de la performance en matière de gouvernance, sont plus performants que leurs prédécesseurs. Et donc, cela conduit forcément à un désamour vis-à-vis de la démocratie. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que malgré tout cela, malgré la déception, peut-être en termes de performance des dirigeants ou de certains dirigeants élus,
les Africains, d'une manière générale, tiennent encore à la démocratie comme étant la meilleure forme d'accession au pouvoir et la meilleure forme de gouvernance ou de gouvernement d'une manière générale. Ababacar Fall, quelle réponse peut-on apporter à ceux qui pensent que le bulletin de vote, sinon l'élection, ne règle pas tout? On l'observe dans les pays du Sahel central, par exemple. Vous donnez le cas du Sénégal, où le vote, finalement, est devenu un truc culturel. Finalement, que répondez-vous de l'autre côté à ceux qui pensent que la question de l'élection ne règle pas tout? On le disait comme on l'observe dans les pays du Sahel central, par exemple. Oui, Voilà, maintenant c'est oui, ouvert. c'est bon, Alors allez-y. donc, comme en fait on vient de le dire, hein, l'élection ne règle pas tout, effectivement, parce que ce qu'on voit, par exemple, dans le cadre aujourd'hui de notre pays comme le Sénégal, nous avons eu trois alternances démocratiques. Une première fois en 2000, en 2012 une seconde fois, et il y a eu donc une troisième alternance qui est intervenue le 24 décembre, le 24 mars dernier. Effectivement, les gens, des fois, ils ont, par rapport à la gestion, disons donc, de nos dirigeants, la gestion passée, les gens ont eu beaucoup de déceptions. Et à chaque fois qu'ils ont des déceptions, c'est vrai que à travers donc le bulletin de vote, ils expriment un peu le rejet donc des politiques donc passées qui ont été des politiques, disons, de ruine, de misère, etc. Alors, mais ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a donc une alternance, un changement de majorité, les changements, disons, attendus, disons, ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est pourquoi je dis que, donc, dans une certaine mesure, l'élection, c'est bien, c'est un moyen peut-être démocratique de se choisir des dirigeants, mais il ne règle pas, donc, les problèmes. Je pense que, sous ce rapport, ce que nous essayons, en tout cas, ici, donc, de faire au niveau, donc, du Sénégal, c'est de travailler, par exemple, à l'émergence aujourd'hui d'une opinion très forte et d'une société civile très forte pour pouvoir un peu agir sur le cours politique. Parce que ce qu'on voit, effectivement, c'est que pendant les élections, les populations se mobilisent et sur la base des promesses qui sont faites, disons, par ceux qui aspirent aujourd'hui à, disons, collecter les suffrages, ce qu'on voit, in fine, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, de déceptions, beaucoup de désenchantement. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on dit que l'élection ne règle pas toujours les problèmes, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans certains pays aujourd'hui de la sous-région donc africaine, on assiste donc de plus en plus à, disons, un retour, disons, donc, du pouvoir kaki des militaires. On a vu donc des exemples en Guinée, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, etc. Donc, je pense que c'est une façon, en fait, de dire effectivement que à chaque fois que les populations se mobilisent, qu'ils élisent des gens par des voies démocratiques, au bout du compte, au bout d'un an, de 2 ans, les gens se rendent compte en réalité qu'il y a beaucoup plus donc de désespoir, beaucoup plus de déception, et que les autorités qu'on croit vraiment pouvoir détenir les solutions, disons, pour améliorer un peu les conditions de vie des populations, en fait, donc, ne le font pas. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, de plus en plus, les gens cherchent d'autres voies. Ça peut être les coups d'État militaires, ça peut être des insurrections, vraiment pour renverser donc les pouvoirs. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette thèse qui veut que les élections, c'est vrai que c'est un moment important dans la vie démocratique donc d'un pays, mais cela ne règle pas tout. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler à l'émergence, pour moi, de contre-pouvoirs très forts pour qu'en fait, une fois que les suffrages des populations, disons, sont collectés, qu'on ne puisse pas, disons, donc, en tout cas, dévier donc le suffrage, disons, donc, des citoyens vers d'autres objectifs. Docteur Alioubari, est-ce qu'il faut craindre une forme d'intériorisation de cette pensée à la longue par certaines populations, cette perte de la puissance du bulletin de vote, sinon de l'élection, comme on l'observe un peu au Sahel central, où on dit finalement les élections, ça ne règle pas tout, et finalement les populations commencent à intérioriser cela? Ah oui, je pense qu'il faut craindre cela, mais je crois qu'il y a quand même un bémol qu'on peut mettre parce que de plus en plus, comme vous le savez d'ailleurs, les processus électoraux sont en train de devenir de plus en plus transparents. Il y a d'autres moyens maintenant qui sont utilisés et qui permettent, bon, en principe, la voie électronique, hein. Les processus électoraux aussi sont en train de se moderniser. Nous sommes à l'ère du numérique. Donc, il y a de fortes chances que
les manipulations, la manipulation des résultats, ou les questions d'achat de vote, de corruption, tout ça pourrait disparaître à un moment, en tout cas à un moment donné. Parce que ce qui décourage essentiellement les électeurs, qui décourage d'une manière générale les citoyens, c'est quand leurs votes sont détournés complètement. Et que vous savez, la manipulation des résultats, on a vu ça dans beaucoup de pays. Et finalement, vous avez les vrais résultats et il y a les résultats qui sont proclamés. Donc, c'est ce qui amène les gens à se décourager et ce qui fait que de plus en plus, l'Afrique était considérée comme avancée, hein, surtout l'Afrique de l'Ouest, comme étant une région ou sous-région très avancée en matière de démocratie. Actuellement, nous participons à des faibles taux de nous enregistrons dans la sous-région de faibles taux de participation. Mais je pense qu'avec les nouvelles technologies, tout ça pourra changer et ça pourra certainement rassurer les électeurs qui vont de plus en plus participer aux processus électoraux. Mais en tout cas, les données de nos enquêtes Afrobaromata montrent quand même que les Africains, d'une manière générale, tiennent beaucoup plus donc à la démocratie, au vote, comme étant en tout cas la meilleure procédure, la meilleure manière d'accéder au pouvoir, ou en tout cas la meilleure manière d'élire les dirigeants. Et bien sûr, vous avez parlé des processus électoraux. On en vient justement à la dernière partie consacrée justement aux processus électoraux. On discutera de comment restaurer la confiance à travers des processus électoraux crédibles et transparents. Mais avant, quel regard, docteur Aliou Bari, vous portez sur ces processus électoraux dans la région ouest africaine de façon générale? Vous parlez des processus électoraux qui sont de plus en plus transparents et qui se modernisent. Quel regard portez-vous sur cela? Oui, ce qu'on dénote dans la région, d'une manière générale en Afrique de l'Ouest, ou pratiquement, disons, en Afrique, c'est que malgré les progrès qui ont été enregistrés ces dernières années, les infrastructures sont encore insuffisantes. Quand je parle d'infrastructures, vous savez que dans beaucoup de pays africains sont vastes. Je prends le cas de la Guinée, vous avez des zones rurales reculées, vous avez des endroits difficilement accessibles, et donc parfois, il y a le problème d'accession même, ou d'accès au bureau de vote. Les moyens de transport qui peuvent permettre, parce que quand un bureau de vote se situe à plus de 5 km, ça va être difficile pour les électeurs de s'y rendre. Donc, il y a cela, mais il y a également, à mon avis, un manque d'éducation électorale. Vous savez que la population africaine est de plus en plus jeune. La jeunesse constitue la majorité de la population africaine, et notamment de la sous-région. Et il y a un besoin d'éducation électorale. Les problèmes de logistique, j'en ai déjà parlé. Il y a d'autres influences, notamment étrangères. On a parlé déjà de la corruption. Donc, il y a quand même, à mon avis, il y a un certain nombre de défis dans la sous-région. Absolument, il faut faire face à ces défis-là pour pouvoir restaurer la confiance des citoyens dans les élections donc, qui vont se dérouler dans la sous-région ou en Afrique d'une manière générale. Et bien sûr, à Babacar Fall, on se dirige justement vers des élections dans pratiquement beaucoup de pays ouest africains. Le Sénégal, les élections législatives, c'est le 17 novembre prochain. Au Ghana, on ira vers les élections en décembre prochain et des élections peut-être à venir dans des pays en transition à partir de 2025. Justement, comment restaurer cette confiance entre les citoyens et les dirigeants dans les processus électoraux? Voilà, je pense que ce qu'il faut pour en faire restaurer la confiance entre les acteurs politiques, disons, au sein des acteurs politiques d'abord, et entre les acteurs politiques et les dirigeants, c'est de rendre les processus électoraux donc de plus en plus transparents. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, disons, d'efforts qui ont été faits en termes d'infrastructures. Il y a des pays, par exemple, où de plus en plus les gens aspirent à des formes, disons, d'expression donc beaucoup plus modernes, à savoir, bon, le vote, par exemple, électronique. Disons, il y a la question du bulletin unique aujourd'hui, par exemple, qui est en cours, disons, donc, dans la majorité des pays donc, de la sous-région ouest africaine. Bien sûr qu'au niveau de mon pays, il y a encore des réticences, mais je pense que du point de vue, par exemple, du cadre juridique, de l'amélioration du cadre juridique, à savoir donc la Constitution, le Code électoral, il y a quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'améliorations pour rendre, disons, le cadre juridique conforme aux standards internationaux. Quand je prends le cas du Sénégal, de façon très récurrente à la veille donc, de chaque élection générale, ou en tout cas de façon très périodique,
Il y a des dialogues qui sont, disons, organisés entre la classe politique et l'État et les acteurs de la société civile. Il y a ce qu'on appelle assez souvent les commissions techniques donc, de revue du code électoral après une évaluation des processus pour, disons, essayer donc d'améliorer en tout cas le cadre juridique. Bon, ça déjà, c'est une avancée, je pense que donc importante qu'il faut saluer. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Docteur Barry l'a dit, on a une population de plus en plus jeune, une population qui aspire à beaucoup plus de démocratie, à beaucoup donc de liberté. Je pense qu'on doit travailler non seulement à éviter de restreindre aujourd'hui les libertés publiques, mais il faut éviter autant que possible, disons, de restreindre également l'espace civique. Je pense que tout ça peut contribuer effectivement à améliorer, disons, donc le processus donc, de vote. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui sont apportées à nos processus électoraux. Bon, je pense qu'une démocratie, comme je dis, n'est jamais achevée. Il faut, de mon point de vue, à chaque fois, disons, revisiter l'histoire politique. Il faut questionner les processus électoraux en vue, disons, donc, d'une plus grande participation des populations. Et sous ce rapport, Dr Barry l'a dit, je pense que la question de l'éducation civique et électorale occupe vraiment une place donc centrale. Dans nos pays, jusqu'à présent, on apprend, dans certaines peut-être zones, on apprend aux gens comment il faut voter, comment il faut confectionner, par exemple, un dossier de candidature, etc., etc. Bon, donc, je pense que si on arrive aujourd'hui à faire, disons, évoluer le niveau, disons, donc, de maîtrise des connaissances électorales, si on arrive aujourd'hui à élever, disons, les questions donc d'éducation donc civique et électorale, je pense que on aura des processus électoraux vraiment beaucoup plus inclusifs et qui permettront effectivement donc en tout cas une expression démocratique plus forte. Et du coup, la question même des taux de participation, parce que lorsqu'un processus électoral est clair, lorsqu'il est simple, il est compris par les populations, nécessairement ça a un impact sur le taux de participation donc, des populations. Et justement, la légitimité des pouvoirs qui sont élus doit se juger à l'aune pour moi donc du taux de participation qui donne en fait plus de légitimité, disons donc, aux pouvoirs politiques qui sont élus, que ce soit au niveau de l'élection présidentielle, des élections législatives ou des assemblées locales. Et bien sûr, on va faire un dernier tour de table avant de se quitter. Alors finalement, d'abord, je commence par vous, docteur Aliou Barry. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers des processus électoraux adaptés également aux réalités africaines? On va par exemple donner le cas de la Gambie. On parlait tantôt de la modernisation des processus électoraux. Alors on va donner le cas de la Gambie où on vote toujours avec ce système unique en son genre, hein, avec les billes, qui n'a rien à voir avec les bulletins papier, etc. Alors peut-être dans d'autres pays, il y a également d'autres exemples. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers l'adaptation des processus électoraux aux réalités africaines? Oui, je pense que vous avez touché là un excellent point. Il faut absolument arriver justement à adapter les processus électoraux au contexte africain. On le disait tantôt, d'abord la population est jeune, elle n'est pas éduquée, elle ne sait peut-être pas, c'est pas tout le monde qui sait comment le processus électoral se passe, parce que de plus en plus sur les listes électorales dans les pays africains, vous avez de nouveaux électeurs qui sont enregistrés et qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'information. Ça, c'est vraiment, je pense que là, il y a un investissement important à faire en matière d'éducation électorale. Mais en ce qui concerne les technologies, je pense qu'il faut y aller doucement. On peut peut-être, la Gambie, oui, c'est un exemple, mais quand vous prenez l'étendue de la Gambie, la population de la Gambie par rapport à d'autres pays de la sous-région, les défis ne sont pas forcément les mêmes. Puisque je vous le disais, il y a des pays africains où vous avez des défis logistiques, vous avez des défis simples liés par exemple à l'accès à l'électricité, parce que certaines technologies demandent forcément qu'il y ait de l'électricité ou que la zone soit couverte par l'Internet. On a ces défis-là. C'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'on peut le faire de manière progressive, peut-être introduire de nouveaux systèmes dans des zones qui sont les zones les plus avancées en matière de développement, et notamment dans les grands centres-villes, et peut-être ailleurs essayer de conserver les bulletins de vote. Mais en tout cas, une méthode mixte, à mon sens, pourrait dans un premier temps être la solution, l'approche, en attendant que l'Afrique, en tout cas que certains pays puissent arriver à des niveaux
disons, leur permettant effectivement d'utiliser les technologies. Je me souviens quand j'étais en charge de superviser donc, et d'évaluer les processus électoraux en Guinée et les activités de la CENI, nous avions introduit des systèmes de vote ici, notamment électroniques, et on a vu qu'il y avait quand même certaines limites. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être aller avec beaucoup de modération. L'Afrique doit bien sûr s'adapter, mais on doit le faire de manière progressive parce que cela dépend aussi du niveau de développement de notre sous-région, disons de notre continent. On va terminer par vous, Ababacar Fall. Est-ce que vous êtes d'avis avec le docteur Aliou Bari, comment adapter les processus électoraux à nos réalités en Afrique? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Barry. C'est vrai qu'il faut essayer donc d'adapter, disons donc, les processus électoraux à nos habitudes. Parce que vous savez, on a un taux d'analphabétisme quand même assez élevé ici dans nos pays, généralement. Lorsqu'on veut introduire, par exemple, des techniques de vote comme le vote par procuration ou le vote donc à travers Internet, tout ça, il y a des limites, c'est vrai, que parce que la couverture en matière d'Internet n'est pas donc totale dans beaucoup de pays. Quand je prends par exemple le cas du Sénégal, lorsqu'il y a quelques années, nous sommes passés donc au bulletin biométrique CEDEAO. C'est des bulletins, disons, donc biométriques avec un peu, disons, donc une puce. Mais malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, de lecteur de carte dans les bureaux de vote pour pouvoir, disons, donc, faire le travail donc, d'identification. Jusqu'à présent, l'identification se fait donc de manière donc, manuelle. Donc, il faut tenir donc, compte de ce déficit donc, en matière de technologie par le fait qu'il n'y a pas Internet partout. Toutes les populations également ne savent pas, disons, utiliser donc, Internet. Il en est de même donc, du vote par procuration. Je pense que de plus en plus, ce que nous avons l'habitude donc de faire depuis en tout cas un siècle ici au Sénégal, c'est disons le vote à travers les bulletins multiples. D'ailleurs, chez nous, il y a aujourd'hui un débat, par exemple, sur la question de l'utilisation du bulletin unique. Pour les élections législatives, il y a eu un débat, mais on a dit que c'est prématuré parce que le bulletin unique, disons, il y a des spécifications en termes donc de sécurité qu'il faut donc mettre sur les bulletins, mais il y a tout un tas, par exemple, d'éducation qu'il faudra faire en direction des populations qui, depuis pratiquement plus d'un siècle, ont l'habitude de voter avec les bulletins multiples. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, de façon progressive, s'adapter. Mais tout ça, c'est des questions, je pense, qui peuvent être réglées à travers l'éducation civique et électorale donc, des populations, afin que, disons, on soit à peu près donc, au niveau des normes standards qui sont utilisées donc, en matière de vote, en matière de démocratie, donc à travers le monde. Il faut éduquer les populations, il faut alphabétiser les populations, il faut démocratiser, disons, l'Internet. Il faut faire en sorte que, par exemple, aujourd'hui, que toutes les populations aient accès, par exemple, au système, au téléphone, donc Android, pour que peut-être à partir donc, de leur localité, ils puissent, en cliquant sur un bouton, par exemple, aujourd'hui, disons, de donner leur vote, etc., etc. Donc, sous ce rapport, je pense qu'il y a beaucoup encore d'efforts à faire. Et je pense qu'avec la nouvelle génération que nous avons aujourd'hui en Afrique, les gens travaillent à cela. Et tout à fait. Docteur Aliou Surtout au niveau de la société civile, qui a un rôle quand même particulier à jouer. Et bien sûr, docteur Aliou Bari, si vous avez rien à ajouter, je pense qu'on va se séparer. Oui, je n'ai pratiquement pas quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. D'accord. Donc, merci également à vous, Ababacar Fall. Merci pour la pertinence et la disponibilité. Au revoir. Mais merci beaucoup. C'est vrai qu'on l'a fait dans des conditions un peu difficiles. Mais je pense que de toute façon, l'émission, dans une certaine mesure, a été quand même assez bonne et ça nous a permis quand même de faire des échanges quand même assez intéressants sur aujourd'hui vraiment le bulletin de vote, les processus électoraux et l'avenir de la démocratie un peu dans nos États qui reste encore pour moi fragile. Et tout à fait. Merci beaucoup, Ababacar Fall. Merci pour la pertinence et la disponibilité. Et c'est à nous de nous excuser pour le retard dû à quelques petits problèmes techniques. Mais merci quand même à vous pour la pertinence et la disponibilité.